Un des challenges que nous avons au Japon, c'est qu'il y a toujours une opinion publique qui reste profondément pacifiste et qui voit d'un œil très négatif tout usage de la force et toute guerre de façon générale. Eh bien, ce matin, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Emmanuel Navon. Professeur Emmanuel Navon, shalom, bonjour, Boker Tov. Aucun ordre, Daniel. Alors, on est très heureux de vous avoir parce que c'est à la veille de votre départ. Tout le monde le sait aujourd'hui. Dans la communauté francophone, vous avez été nommé ambassadeur d'Israël au Japon, à Tokyo. Et vous partez tout de suite, dans les 24 prochaines heures, vous partez vers Tokyo pour entamer votre mandat, votre mission d'ambassadeur d'Israël à Tokyo. Alors d'abord, on va revenir un petit peu en arrière. Comment ça s'est produit ? Comment vous êtes arrivé à ce poste-là ? D'abord, comme vous le savez, mon domaine de prédilection professionnelle, c'est la diplomatie, les relations internationales, certes d'un point de vue plutôt universitaire et académique, mais c'est mon domaine. Et c'est vrai que quand j'avais fait mon alia, c'était en 1993, à l'époque, j'avais songé me joindre au ministère des Affaires étrangères et entamer une carrière diplomatique. Et ma femme, et je dirais heureusement, avec le recul, avait dit à l'époque, elle-même avait fait son alia, mais elle des États-Unis, avait dit, j'ai pas fait mon alia pour éduquer une famille, pour bâtir une famille à l'étranger. C'est vrai. Et donc j'ai abandonné l'idée de me joindre à la diplomatie israélienne à l'époque. J'ai fait une carrière plutôt universitaire. Et l'offre m'a été faite il y a maintenant quelques mois. Et je pense que c'était une occasion qu'il ne fallait pas rater. Et comme a dit ma femme, après 30 ans, maintenant que les enfants sont grands, on peut le faire. Alors on peut le faire. Alors pourquoi Tokyo ? C'est-à-dire, certains diront pourquoi pas Paris ? Pourquoi Tokyo ? Parce que le Japon aujourd'hui est une priorité stratégique pour Israël. Israël a réalisé, je pense, après la guerre du 7 octobre et ces 3 dernières années, qu'il y a un renversement dans ses alliances dans le monde, que Israël doit diversifier ses alliances stratégiques, que l'Europe aujourd'hui n'est plus l'Europe que nous avons connue dans le passé. Vous avez parlé de la France. On sait très bien quelles sont les relations aujourd'hui avec la France. En Europe, il ne reste quasiment plus que l'Allemagne et quelques pays d'Europe de l'Est. Et donc Israël continue d'avoir comme ancrage diplomatique dans le monde occidental les États-Unis et l'Allemagne. Et dans le monde et en Orient, c'est aujourd'hui essentiellement l'Inde et pas suffisamment le Japon. L'idée est de faire du Japon un allié stratégique d'Israël. C'est possible, mais cela va prendre du temps, cela exige beaucoup de travail, parce que contrairement à l'Inde aujourd'hui, qui est ouvertement pro-israélienne, surtout sous Modi, le Japon reste prudent, mais il y a un potentiel énorme, parce que le gouvernement de Sanae Takaichi, qui a été élu au mois de février, est bien disposé vis-à-vis d'Israël, que le Japon aujourd'hui se réarme, le Japon réalise qu'il a des menaces régionales qui exigent de repenser sa stratégie sécuritaire et que dans cette réflexion nationale, dans ce changement de stratégie de la sécurité nationale du Japon, eh bien, Israël constitue un partenaire central. Il reste des obstacles, en particulier au niveau de l'opinion publique, où malheureusement Israël est perçu de façon assez négative au Japon, comme le montrent les différents sondages depuis le 7 octobre. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour changer la façon dont Israël est perçu au Japon et pouvoir traduire la nouvelle politique sécuritaire et nationale japonaise dans une alliance avec Israël. Pourtant, il y a des points communs, hein, on va dire, entre le peuple japonais et le peuple juif. Ne serait-ce que, par exemple, en Israël, en termes d'innovation, de dynamisme, de développement, il me semble que, peut-être c'est une vision de profane, mais en tout cas qu'il y a effectivement des points de raccord à ce niveau-là, n'est-ce pas ? Alors, le Japon comme Israël, ce sont deux civilisations anciennes, avec leurs particularités. Alors évidemment, des histoires très différentes, puisque Israël a survécu à près de 2 millénaires d'exil, mais c'est également une civilisation 3 fois millénaire. Le Japon est une civilisation aussi millénaire insulaire, qui a beaucoup de respect pour la tradition, qui a beaucoup de respect pour le peuple juif, qui n'a pas non plus évidemment les antécédents chrétiens et islamistes de l'antisémitisme.
et donc qui est a priori bien disposé vis-à-vis d'Israël, qui a de l'admiration, comme je l'ai dit, pour le peuple juif. Et je pense que ces points communs d'anciennes civilisations qui sont également des démocraties dans des régions instables et essentiellement autocratiques, et qui ont des économies fondées sur la technologie de pointe et l'industrie, créent effectivement de nombreux points communs entre le Japon et Israël, et puis également une histoire commune. Je vous rappelle que effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'était allié à l'Allemagne pour différentes raisons, mais en réalité, sur la question du traitement des Juifs, le Japon avait résisté les pressions allemandes de tuer les Juifs qui étaient sous l'emprise de l'Empire japonais, et que, on s'en souvient, c'est également grâce aux diplomates japonais qui étaient postés en Lituanie, Chione Sugihara, qui avait émis plusieurs milliers de visas aux Juifs d'Europe de l'Est, et qui avait sauvé, entre autres, la yeshiva de Mir, qui s'était réfugié au Japon par le biais du train transsibérien, et qui ensuite s'était réfugié à Shanghai pendant la guerre. Donc il y a effectivement de nombreux points communs historiques et également je dirais des coopérations dans le passé entre les deux pays. Alors, vous êtes nommé alors que l'on s'approche d'une échéance électorale en Israël. Il est possible qu'il y ait un changement de gouvernement. Ça ne va pas vous poser de problème pour expliquer la position d'Israël? Je pense que tout ambassadeur, comme vous le savez, il y a des nominations au ministère des Affaires étrangères qui sont des nominations, on va dire, professionnelles, c'est-à-dire des diplomates de carrière qui accèdent à des postes d'ambassadeur. Et puis, d'après la loi en Israël, le gouvernement a la prérogative de nommer 11 ambassadeurs qui ne sont pas des diplomates de carrière. Donc, effectivement, a priori, un ambassadeur nommé par un gouvernement a une certaine affinité en général avec le gouvernement qui l'a nommé. Mais d'un autre côté, tout ambassadeur automatiquement devient l'ambassadeur de l'État d'Israël et pas d'un gouvernement ou d'un autre gouvernement israélien. Et c'est quelque chose qui est, je pense, très important. Euh, Tout ambassadeur est ambassadeur de l'État. Alors ensuite, effectivement, il y a eu quelques cas assez rares dans le passé d'ambassadeurs qui, après des élections et la nomination d'un nouveau gouvernement, étaient tellement en désaccord avec le nouveau pouvoir en place qu'ils ont démissionné. C'est leur droit le plus absolu. Mais en ce qui concerne les nouveaux gouvernements, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de gouvernements qui ont déplacé des ambassadeurs pour des raisons de différence. Encore une fois, en général, c'est plutôt les ambassadeurs eux-mêmes qui, lorsqu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans la politique d'un nouveau gouvernement, peuvent se déplacer. Mais encore une fois, en ce qui concerne le Japon, il faut bien comprendre qu'avec le Japon, nous parlons d'intérêts communs qui vont bien au-delà des divisions politiques et idéologiques. Mhm. Tout gouvernement israélien, quel qu'il soit, se reconnaîtra évidemment dans l'importance du Japon comme partenaire stratégique, dans la promotion des intérêts économiques, militaires, sécuritaires, et que cela est vrai pour tout gouvernement, quelle que soit sa couleur politique. Alors, si vous deviez, effectivement, c'est ce que vous allez devoir faire très rapidement en arrivant à Tokyo, expliquer l'État d'Israël aujourd'hui, expliquer la politique israélienne, que ce soit sur les multiples fronts, que l'Iran, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au sud Liban, quels sont on va dire, les points centraux de votre appréciation de la réalité israélienne telle que vous la présenterez aux Japonais? Je pense que l'un des obstacles, un des challenges que nous avons au Japon, c'est qu'il y a toujours une opinion publique qui reste profondément pacifiste et qui voit d'un œil très négatif tout usage de la force et toute guerre de façon générale. Et donc c'est vrai que la façon dont je pense que l'une des raisons pour lesquelles l'image d'Israël s'est tellement dégradée au Japon depuis le 7 octobre, c'est que les images de la guerre sont mal perçues au Japon et qu'il n'y a pas suffisamment de compréhension du contexte. Je lis déjà les différents rapports de la presse japonaise qui décrivent par exemple les échanges de tirs à Gaza, au Liban et en Syrie. Il n'y a aucun contexte. Ils décrivent l'armée israélienne comme tirant sur des gens comme ça, comme si il n'y avait pas une guerre qui avait été commencée par nos ennemis, etc. Donc ça, il va falloir effectivement contextualiser tout cela pour essayer de restaurer la position d'Israël dans l'opinion japonaise et puis expliquer également ce que je compte faire, que Israël et le Japon ont les mêmes alliés, les mêmes ennemis, à savoir que notre principal ennemi régional, qui est l'Iran, eh bien, est également l'allié des ennemis régionaux, ou en tout cas, on va dire,
des pays hostiles régionaux au Japon, en particulier la Chine, la Corée du Nord, et d'une certaine manière également la Russie. Donc finalement, Israël aujourd'hui, comme seule démocratie du Proche-Orient alliée des États-Unis, a les mêmes intérêts géostratégiques que le Japon, qui fait face à des dangers géopolitiques dans sa région, provenant des pays que j'ai rappelés, en particulier, comme je l'ai dit, la Chine, la Corée du Nord et la Russie, qui eux-mêmes sont alliés de l'Iran. Donc tout, si vous voulez, est là pour changer cette perspective, mais encore une fois, faut-il le faire de manière professionnelle, convaincante, et c'est ce que je compte faire. Alors, vous avez déjà eu le temps d'apprendre un petit peu de rudiments de rudiments de japonais. Alors, j'ai commencé à apprendre, oui, la langue, bien qu'en réalité, j'en avais pas besoin pour mon travail. C'est-à-dire que le travail, lui, se fait en anglais avec des interprètes pour le japonais lorsqu'il le faut. Mais je l'ai apprise parce que je pense que c'est important quand on vit dans un pays pendant 3 ans de connaître les rudiments de la langue. Et puis ça m'intéresse en plus d'un point de vue personnel. Mais c'est vrai que c'est une langue qui est tellement différente des langues que l'on peut connaître, que ce soit l'hébreu ou les langues européennes et latines, que cela exige véritablement d'abord beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, et puis surtout d'approcher la langue avec un esprit complètement ouvert et de ne pas essayer de l'apprendre avec les référents que nous avons avec d'autres langues, parce que c'est une structure complètement différente avec des nuances très très poussées, et que pour quelqu'un qui n'est pas japonais, c'est une langue qui est très très difficile à pénétrer. Mais en tout cas, pour les conversations vraiment de base et de politesse, c'est tout à fait possible de l'apprendre. En tout cas, c'est ce que je m'attelle à faire. Alors, comment on dit j'aime l'État d'Israël en japonais? Alors, j'aime c'est Skima, si je ne me trompe pas. Israël, c'est Israëlou, parce qu'il n'y a pas de L, c'est R. Donc, et en général, beaucoup de mots se terminent en U, donc c'est Israëlou. Donc, vous voyez, vous C'est déjà m'avez coincé compliqué, sur un oui. mot, donc je m'en suis pas mal tiré quand même. Voilà, c'est pas mal tiré, effectivement. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, d'abord, on en profite pour vous remercier pour toutes les fois où vous avez accepté de répondre à nos questions sur Radio Kelita. On espère que même du Japon, on aura la possibilité Absolument, avec plaisir. de On vous a avoir. 6 heures de différence, n'oubliez pas, mais Voilà. tout à fait, avec plaisir. On pourra tout à fait continuer de faire des interviews de là-bas. Et bien entendu, on vous souhaite beaucoup de réussite dans cette mission extrêmement importante, donc d'être la voix de l'État d'Israël au Japon, à Tokyo. Bonne chance, Be'atzlacha. Et Merci à beaucoup, bientôt. Daniel. Merci. Merci, à bientôt. Shavuot Tov. Shavuot Tov.